Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous recevez. En ce dimanche 16 juin 2024, c'est l'heure en effet du jury du dimanche qui reçoit M. Madiaye Mbodj, vice-président de PASTEF, les Patriotes chargés de la vie politique nationale, professeur de lettres principales à la retraite. Notre invité est un vieux routier, c'est le cas de le dire, qui a eu à exercer dans quelques lycées et services centraux au ministère de l'Éducation nationale avant d'être directeur de cabinet dans différents ministères également. Et ça, c'était dans les années 2000. M. Mbodj est connu pour son engagement politique et syndical depuis quelques 50 ans. Il a milité dans la clandestinité à Ande-Dieuf avant que le parti ne soit reconnu en 1981, avant aussi que le compagnonnage avec ce parti ne prenne fin en 2007. L'année suivante, il est membre fondateur et délégué général de Yonu Askanui, qui entrera plus tard en fusion avec le PASTEF en 2021. Merci donc, M. Mbodj, d'avoir bien voulu accepter l'invitation de JDD en ce dimanche. C'est moi qui vous remercie, M. Gueye. J'en profite pour saluer tous vos collègues et collaborateurs. C'est vrai que je ne suis pas venu souvent dans vos locaux, mais j'ai quand même participé à certaines émissions, à la radio surtout à l'époque. Et je suis heureux aujourd'hui, en tout cas, de partager, encore une fois, ces antennes et de parler aux Sénégalais et aux Sénégalaises, en espérant que l'émission leur sera profitable sur tous les aspects. D'accord. La première question pourrait être celle-là. Qu'est-ce qui vous a jeté dans les bras de PASTEF, les Patriotes? L'expression n'est pas celle qui convient. Je ne sais pas jeter dans les bras de qui que ce soit. Mais auparavant, je voudrais quand même profiter de votre antenne pour présenter mes condoléances à la famille de Mademba Sok et à l'ensemble des travailleurs et des syndicalistes du Sénégal. Nous avons appris son décès samedi matin. Mademba Sok est un compatriote qui, comme moi, est originaire de la ville de Louga. Nous sommes du même quartier, Santhiaba Sud de Louga. Nous avons partagé dans notre jeunesse la même équipe Nawetan, qu'on appelait le Diaoring de Louga. Nous avons joué ensemble au football. C'était un excellent joueur de football. Mademba Sok est surtout connu pour ses activités syndicales. Il s'est illustré à la fin des années 90 et au début des années 2020, au début des années 2000, pour son combat ou son apport au combat démocratique et syndical contre la vie chère, pour la défense des travailleurs et contre les privatisations que voulaient nous imposer les institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Donc nous en profitons pour présenter nos condoléances à toute sa famille et à toutes les personnes qui lui sont proches. Maintenant, ce qui nous a rapprochés de PASTEF, encore une fois, c'est un compagnonnage de lutte. Nous avons commencé à travailler avec PASTEF dans les années 2015 pour dénoncer ensemble, justement, les accords de partenariat économique que l'Union européenne voulait imposer aux pays africains sur des bases inégalitaires. Nous avons dénoncé ensemble le franc CFA en tant que goulot d'étranglement par rapport à l'objectif de libération et de développement des pays africains. Et en 2016, nous nous sommes davantage rapprochés pour faire ensemble campagne pour le non au référendum de Macky Sall. Ce que nous avons appelé un référendum maquillé. Parce que Macky Sall a voulu nous donner l'impression qu'il nous proposait des aspects importants, des propositions ou des conclusions issues des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions, ce qui n'était pas le cas. Donc nous avons, avec PASTEF et d'autres organisations, appelé à voter non. En 2017, nous sommes allés ensemble aux élections législatives sous la bannière de la coalition Ndawi Askanui. Nous, notre parti s'appelle Yonu Askanui. Avec PASTEF et d'autres organisations, RND, MRDS et d'autres, nous avons créé la coalition Ndawi Askanui. Nous sommes allés aux législatives et c'est avec cette coalition qu'Ousmane Sonko a été élu député à l'Assemblée nationale. Et je pense que son émergence politique date de là, véritablement,
surtout quand il a commencé à mettre le doigt sur des questions qui jusque-là étaient considérées comme des questions tabous. On en parlera tout à l'heure peut-être des questions de fiscalité. Déjà, on peut indiquer que dès le début de son mandat, Ousmane Sonko a mis le doigt sur la fiscalité en montrant, preuve à l'appui, son bulletin de solde en tant que député et le bulletin de salaire d'un fonctionnaire, pour comparer la nature des impositions inégalitaires qui frappaient les uns et les autres. Donc ce combat-là, nous l'avons mené ensemble et nous l'avons continué après les législatives jusqu'à l'élection présidentielle de 2019 et jusqu'à l'élection de 2024. Ça veut dire quand même que c'est un compagnonnage de lutte et qui a permis aux deux organisations de se retrouver sur le terrain de la lutte et de la défense des intérêts du peuple et du pays. D'accord, donc vous n'êtes pas jeté dans les bras, c'était par conviction un peu. Tout à fait. Voilà, maintenant que vous êtes au pouvoir, on va vous demander comment vous avez fait pour conquérir le pouvoir. Certains de vos adversaires les plus irréductibles disent que ce fut la victoire de la terreur. D'autres, beaucoup moins excessifs, l'ont analysé sous cet angle-là parce que les Sénégalais ne supportent pas d'habitude l'injustice. Comment vous avez fait pour, en 10 ans, obtenir... Oui, si les Sénégalais ne supportent pas l'injustice, c'est bien qu'ils ont supporté ceux qui ont été les victimes de l'injustice. Donc s'il y a eu terreur, c'est le pouvoir qui a essayé de pratiquer la terreur contre nous. Nous avions effectivement un pouvoir, franchement, un exemple de terreur et de répression barbare sur tout ce qui était passif ou considéré comme proche de Ousmane Sonko ou de Pastef. La répression, les arrestations, les emprisonnements, même les assassinats, on a tout vécu dans cette atmosphère-là. Entre 2021 et 2024 en particulier, il n'y a pas une forme de répression qui ne s'est pas abattue sur le Pastef, ses militants et ses sympathisants. Cela, effectivement, les Sénégalais ne l'ont pas accepté. Et nous avons résisté. Je crois que le plus important, c'est cela. Le peuple sénégalais, dans ses différents comportements, en particulier la jeunesse sénégalaise, nous avons tous résisté contre cet arbitraire, contre l'injustice, contre la répression aveugle. Et le peuple nous a soutenus. Et c'est le peuple qui a gagné. Ce n'est pas Ousmane Sonko, ce n'est pas Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas moi ou un autre. C'est le peuple sénégalais qui s'est affirmé, qui s'est mobilisé et qui a gagné. C'est ça. Et la victoire n'est pas tombée du ciel. Il y avait en lame de fond ou en amont une stratégie. Aucune victoire ne tombe jamais comme ça du ciel. Il faut une bonne stratégie pour contrer la stratégie de l'adversaire. Macky Sall a utilisé toutes sortes de stratagèmes pour empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous avons pensé que le plus important, c'était la confiance populaire. Est-ce que le peuple nous fait confiance ou pas? Parce que nous avons choisi d'aller aux urnes, donc de conquérir démocratiquement le pouvoir par les moyens du scrutin universel. Alors, quand nous avons mené ce combat-là, que Macky Sall a essayé de nous empêcher d'y arriver, mais effectivement, nous avons essayé aussi de lui opposer toutes les stratégies qui convenaient. Quand il a voulu empêcher Ousmane Sonko d'être candidat, mais nous sommes réunis, nous avons pensé que nous devons mettre devant le peuple sénégalais d'autres candidats qui sont susceptibles d'incarner le projet de Ousmane Sonko. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la personne d'Ousmane Sonko, mais c'est un projet qui nous est commun, que nous partageons. Et c'est à partir de ce moment que nous avons fait des choix. Nous avons pu désigner 5 candidats dans un premier temps, présidentiables au sein de Pastef. Lesquels? Notamment l'actuel président, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi Guy Marius Sagna, il y avait Birame Souleye Diop, il y avait El Malick Ndiaye et Abbas Fall. 5 candidats issus de Pastef. Et parmi nos alliés, parce que nous avions déjà commencé à bâtir une coalition, la coalition Sonko président. Quand on nous a empêchés d'avoir la coalition Sonko président, c'est cette coalition qui a évolué pour devenir la coalition Diomaye président. Des candidats comme Habib Sy, des candidats comme Cheikh Tidiane Dièye sont issus de nos alliés. Ils étaient proches. Il y en avait d'autres comme Damboy, comme d'autres candidats de la société civile qui étaient aussi nos proches alliés. Donc nous avons pu
au bout du compte, l'essentiel c'était quoi? C'était d'être parmi les participants à l'élection présidentielle. Qu'on ne tombe pas dans le piège de Macky Sall, comme il l'avait fait avec le PDS. On élimine celui qui est considéré comme le candidat principal et le parti est out. Nous avons dit, en vérité, nous n'avons pas de fixation sur la personne. L'essentiel, c'est que le projet que nous portons, on puisse le présenter aux Sénégalais et que les Sénégalais fassent confiance à ce projet, votent pour ce projet. Finalement, nous avons pu effectivement avoir 3 candidats qui ont passé les premières étapes. Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye. Tous étaient candidats. Ce qui n'était pas fair play quand même. Ce qui était parfaitement fair play. Parce que ces candidats-là ne sont pas candidats de PASTEF. Non, ce sont des candidats qui ont été investis. Le parti a disposé de 3 candidats. Mais c'est parce que PASTEF a fait preuve d'intelligence politique et a respecté les dispositions du code électoral qui prescrivent la manière de présenter des candidats. Non, en fait, il y a eu un manque de vigilance quelque part. De la part de qui? Bon, je ne vais pas citer. En tout cas, nous avons fait ce que la loi a prescrit. Ousmane Sonko a été éliminé. Bassirou Diomaye Faye a été présenté par une coalition. D'accord? Cheikh Tidiane Dièye a été présenté par un groupe d'indépendants. Et Habib Sy a été présenté par son propre parti. Voilà 3 candidats parfaitement réguliers. Maintenant, qu'il puisse y avoir des accords politiques entre nous pour atteindre l'objectif qui était effectivement de débarrasser le Sénégal d'un régime qui avait commencé à vraiment empêcher le pays de respirer, qui avait commencé à mettre la terreur partout. Mais ça, là, c'est la stratégie qu'il nous fallait élaborer face à une stratégie de terrorisme, à une stratégie d'étouffement des libertés et de piétinement de l'état de droit. Et notre stratégie a payé finalement. C'est ça qui est le plus important. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est M. Diomaye Faye devenu président de la République. Son choix était-il un fruit du hasard? Parce qu'on a aussi appris qu'au sein de votre parti, il était le véritable ou la véritable éminence grise qui faisait fonctionner le parti quand ça allait mal. Comment vous expliquez le choix? C'est pas sur la base de l'amitié uniquement? Non, du tout. Ce n'est pas un choix subjectif fondé sur l'amitié ou des relations personnelles. Non, Bassirou Diomaye Faye fait partie de ces pièces maîtresses du dispositif de PASTEF. Je ne parlerai pas d'éminence grise, mais en tout cas, une cheville ouvrière dans la mesure où il était le secrétaire général du parti. La fonction du secrétaire général du parti, c'est justement de faire fonctionner le parti, de l'animer et d'assurer sa coordination, sa vie. Donc, sur ce plan-là, avant qu'il soit mis en prison, il a assumé son rôle jusqu'au bout. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a arrêté. Parce que le pouvoir a estimé, à un moment donné, que ce responsable-là, si on le met out, le parti ne va pas fonctionner. Ils avaient bien compris le rôle central qu'il jouait dans le déploiement du parti. Mais il s'était trompé parce qu'il pensait que c'est une affaire d'une personne. Or, là, un parti, c'est une organisation. Ce n'est pas un individu. Donc, Diomaye, le choix de Diomaye a effectivement obéi à une démarche, disons, objective sur la base des qualités que tout le monde lui reconnaît, sur la base du rôle qu'il jouait et qu'il a continué de jouer dans le parti. Même en prison, il a continué de jouer son rôle. Donc, à un moment donné, Ousmane Sonko est pensé effectivement le mettre dans le lot des candidats possibles à présenter. Je pense que c'est toute logique. D'accord. Vous pensez qu'aujourd'hui que la victoire est acquise, que le président de la République et le Premier ministre, en aucune manière, ne peuvent se marcher sur les pieds? Ah non. Il ne peut pas se marcher sur les pieds parce que le faiseur de roi, oui. On ne peut pas l'empêcher d'être un roi. Le faiseur de roi, c'est le peuple. Ah, d'accord. Nous, si on veut que le peuple soit roi, nous sommes d'accord. Ce n'est pas M. Sonko. Non, ce n'est pas M. Sonko. C'est le peuple qui est le faiseur de roi, si roi il y a. Parce que nous avons dépassé depuis longtemps, justement, l'ère des rois qui sont souvent des dieux sur terre, à la limite. Ouais. Même le président de la République, pour nous avons combattu ce que nous appelons le présidentialisme, c'est-à-dire un hyper-président qui est à la fois l'alpha et l'oméga de tout le pays, de toute la République. Ce n'est pas possible. Donc il n'y a pas un hyper-président qui s'appellerait Bassirou Diomaye Faye. Le président, maintenant, il a des prérogatives
qui sont prévus par la Constitution. Nous les respectons. Le Premier ministre aussi. Donc chacun sait exactement où commence et où finit son domaine de compétences. Et ils le respectent. Ils travaillent en parfaite intelligence. Et comme ils se connaissent très bien, ils ont confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Il n'y a aucun problème. Maintenant, que par le biais de la presse ou d'autres formes, nos adversaires essayent de créer des zizanies, des bisbilles ou soi-disant des rivalités entre le président et le Premier ministre. Oui, Sonko en fait trop, Sonko étouffe le président, Sonko marche sur les plates-bandes du président. Ça, c'est des histoires, encore une fois. Nos deux leaders principaux, que sont Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, l'un étant président de la République, l'autre étant son Premier ministre, ils travaillent la main dans la main, en bonne intelligence, au bénéfice du peuple sénégalais. Et c'est ça pour nous le plus important. Parce qu'il y a une constatation également que Monsieur le Président, c'est un peu l'eau, Monsieur le Premier ministre, c'est un peu le feu. Est-ce que la cohabitation peut... De toute façon, dans la vie, on a besoin et de l'eau et du feu. Voilà. Donc, maintenant, tout dépend de quel usage on en fait. On a besoin de l'eau, on a besoin du feu. Il faut vivre. Donc, je pense que ce que nous constatons, en tout cas, c'est qu'ils ont été toujours complémentaires dans la direction du parti. Ce n'est pas pour rien que l'un était le président du parti et l'autre le secrétaire général du parti. Aujourd'hui, le secrétaire général du parti est devenu président de la République et le président du parti est son Premier ministre. Et nous avons pris la précaution de dire dès le départ, dans les statuts de PASTEF, si le président du parti est le président de la République, il démissionne de ses fonctions de président du parti. Il a bien fait de démissionner. Nous n'avons pas voulu nous accrocher à la lettre, mais nous avons tenu compte de l'esprit de cette disposition. Parce que si nous voulons nous accrocher à la lettre, on dirait, ah oui, M. Bassirou Diomaye Faye n'est pas président du parti, donc il reste secrétaire général du parti. Mais nous avons dit non. Étant secrétaire général du parti, il a assumé aussi une fonction éminemment dirigeante, de direction dans le parti, à la limite presque équivalente à celle du président du parti. Donc, pour donner un signal aux Sénégalais, pour leur montrer que nous ne sommes pas là pour reproduire les vieilles habitudes et mauvaises habitudes de l'État-parti ou du parti-État, non, Bassirou Diomaye Faye démissionne de son poste de secrétaire général. Aujourd'hui, le poste est assuré par notre camarade et député, Ayib Daffé. Donc il a bien fait de démissionner. Absolument. C'est une disposition des statuts que nous avons appliquée dans son esprit pour faire avancer justement la construction d'un vrai État de droit, la construction d'une vraie République qui tire les leçons des mauvaises pratiques auxquelles nous avons été habitués dans ce pays. D'accord, très bien. On a appris également que en tant que parti au pouvoir, vous avez mis un bémol ou un frein sur tout ce qui serait velléité d'installer des comités ou des cellules de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Vous craignez le syndrome du Parti socialiste, du PDS, de l'APR, où dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est devenu la zizanie complète, les tendances et les déchirements entre camarades. Oui. Qu'est-ce que vous craignez là? Oui, de toute façon, vous savez, la réalité des pays comme les nôtres, avec non seulement la mauvaise gouvernance qui est devenue endémique depuis 1960 jusqu'à maintenant, il y a des pratiques auxquelles les Sénégalais sont habitués. Ils pensent que ça va toujours se passer comme ça. Un parti au pouvoir, il devient immédiatement attractif. Même ceux qui étaient hostiles de façon frontale trouvent les moyens de rejoindre ce parti. Ce qu'on a appelé malheureusement la transhumance, qui est très connue sur le champ politique sénégalais. Donc nous avons dit, nous ne pouvons pas reproduire ces façons de faire. Il faut avoir une vision, y croire et se battre pour des principes, pour un projet de transformation sociale. Si on y croit, on s'y engage jusqu'au bout. Donc nous avons voulu travailler avec des gens qui, effectivement, sont engagés pleinement dans ce projet de transformation sociale au bénéfice de l'Afrique et du Sénégal. Et nous avons dit, dans cette période où nous venons d'arriver au pouvoir, il faut faire attention. Et nous avons voulu avoir un principe de précaution pour dire, au lieu de continuer à vendre des cartes comme ça à l'emporte-pièce, qui peut être acheté par n'importe qui, au lieu de nous lancer dans des procédures de renouvellement qui peuvent créer le chaos, essayons de réfléchir
pour vraiment donner des directives claires, non seulement sur les procédures de vente des cartes, les procédures de renouvellement, sur la finalisation de la rédaction de notre règlement intérieur, qui n'est pas encore jusqu'à présent terminé, et sur la préparation de notre congrès. Le premier congrès de PASTEF, parce que PASTEF, depuis 2014 qu'il a été mis en place, n'a pas encore tenu de congrès. Donc nous pensons qu'il faut effectivement travailler à finaliser les documents, les textes de base, et à mettre en place des structures viables, démocratiquement, pour qu'ils puissent, de la base au sommet, arriver à la tenue d'une instance qui s'appelle Congrès, qui est l'instance suprême du parti, et qui va démocratiquement mettre en place les instances définitives du parti. C'est cela le challenge aujourd'hui, et nous avons voulu effectivement mettre de l'ordre dans ce processus de réorganisation du parti et dans ce processus de préparation du congrès pour en faire un grand congrès, pas seulement pour le Sénégal, pas seulement pour l'Afrique, mais nous voulons aussi en faire un modèle de fonctionnement démocratique qui puisse être, en tout cas, apprécié partout dans le monde. D'accord. Aujourd'hui, une fois que vous avez gagné le pouvoir, il semble aussi que vous ne vouliez plus, vous ne voyez plus en tout cas, entendre parler de Yewwi Askan Wi. Pourquoi des figures comme Déthié Fall et tant d'autres de Yewwi Askan Wi n'ont pas été associés à la gestion du pouvoir? Mais nous entrons d'excellentes relations avec nos alliés de Yewwi Askan Wi. Jusqu'à présent, Yewwi Askan Wi existe. Le groupe parlementaire que nous avons à l'Assemblée, c'est le groupe de Yewwi. Donc Yewwi continue de fonctionner. Maintenant, pourquoi nous n'avons pas choisi telle ou telle personne quand on a voulu faire un gouvernement? Mais parce que il y a eu aussi une liberté de choix d'une stratégie pendant ces élections-là. Il y a ceux qui sont partis avec leur propre candidature, ils ont proposé un projet. Nous aussi, nous avions notre candidature, nous avons proposé un projet. Certains sont venus à nous bien avant les élections. D'autres sont venus à nous pendant la campagne. Et nous avons gagné ensemble avec ces gens-là, avec ces camarades-là. Donc si nous devons vraiment nous ouvrir, mais nous allons nous ouvrir prioritairement en direction et du parti et des alliés du parti qui l'ont accompagné jusqu'à la victoire. Ça, c'est toute logique. Je ne pense pas qu'on puisse le reprocher à qui que ce soit. D'accord. Voilà, on vous reproche également d'avoir un déficit de cadre au sein du PASTEF. Ça, c'est mal connaître le parti. Ceux qui le disent, je crois que peut-être, je ne sais même pas sur quoi ils se basent d'ailleurs. Parce que celui qui connaît un tant soit peu le PASTEF, c'est que je ne peux pas dire que c'est le parti qui regorge le plus de cadres ici au Sénégal. Parce que je ne connais pas vraiment la réalité de chaque parti ici au Sénégal. Mais moi, je suis quand même sur la scène politique depuis les années 70. J'ai traversé ce mouvement-là de cadres et d'organisation de partis, d'organisation des cadres dans le parti. Nous, qui sommes issus des mouvances de gauche, nous étions toujours considérés comme des partis de cadres. Hein? Donc nous avions beaucoup de cadres, mais pas suffisamment d'implantation dans les masses populaires. Une des prouesses réalisées par PASTEF, un des dépassements réalisés par PASTEF, c'est justement de pouvoir combiner une assise populaire très large au niveau national et dans la diaspora, avec justement la capacité de mobilisation, mais de milliers de cadres en son sein. Nous avons dans le parti une structure qui s'appelle le Mouvement national des cadres. Et ce Mouvement national des cadres, un de ses démembrements s'appelle Commissariat scientifique national. Le Commissariat scientifique national regroupe des cadres de toutes les spécialités. Toutes les spécialités que vous pouvez imaginer sont représentées dans ce Commissariat scientifique national. Et nous avons mobilisé 1400 cadres pour élaborer ce qu'on a appelé finalement le projet, c'est-à-dire le programme politique présenté par le candidat Bassirou Diomaye Faye à l'élection présidentielle de 2024. Ce projet-là, c'est 1400 cadres qui ont contribué là-dessus. Dites-moi si vous connaissez un parti qui peut faire de même ici au Sénégal. Je n'en connais pas personnellement. Donc ceux qui disent PASTEF n'a pas de cadre, ça, c'est vraiment mal connaître le parti. Maintenant, s'ils pensent que cadre, ça veut dire des gens qui ont exercé des fonctions gouvernementales, c'est ça, je pense, ce qui est sous-jacent, en disant oui, vous n'avez pas d'expérience de gouvernement, hein, donc vous n'êtes pas mûr pour arriver au pouvoir.
C'est peut-être ça la critique qu'ils veulent faire. Mais nous n'avons pas besoin d'une expérience qui a échoué. Parce que nous devons nous en inspirer négativement pour ne pas faire comme eux, justement. Nous devons nous démarquer de ces expériences qui ont conduit le Sénégal et l'Afrique dans le gouffre. C'est pourquoi nous parlons de rupture. D'accord. Le Premier ministre n'aurait-il pas dit que le projet n'était pas abouti, et au point que la fois passée, le dimanche, il a annoncé la mise au point de Vision 2050. Oui. Donc le projet, c'était un canular un peu, une coquille vide, c'était la vacuité, quoi. Je pense que les Sénégalais sont suffisamment intelligents et responsables pour ne pas voter pour un canular. Ils ont apprécié ce projet parce que nous, quand on l'a adopté, on l'a mis à la connaissance de tout le monde. Immédiatement, le jour où on a présenté le projet, on l'a mis sur Internet, à la disposition de tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, il est consultable par tout le monde. Tout le monde peut savoir ce qui est dedans, sa substance ou son manque de substance. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays pour effectivement apprécier les efforts que font d'autres, au lieu de se cantonner sur des schémas ou des préjugés. Ce projet-là, il a été mûrement réfléchi. Maintenant, pourquoi à un moment donné, Ousmane Sonko, comme Diomaye, ils ont dit que ce n'était pas complètement abouti? Parce que justement, c'est les conditions dans lesquelles nous travaillons. Le principal dirigeant, Ousmane Sonko, il était en prison. Celui qui sera plus tard le candidat président, il était aussi en prison. Ils sont sortis de prison 10 jours avant l'élection. Il est sorti de prison, M. Bassirou Diomaye Faye, pour aller au palais de la République. Vous voyez le bon qui a été fait par le peuple sénégalais. Sortir quelqu'un de prison et l'amener au palais de la République. Là aussi, c'est intriguant, je ne vous coupe pas, parce que est-ce que les clés du pouvoir vous ont été rendues ou données par celui qui était là, lorsqu'il se susurre qu'il y aurait un pacte entre vous et l'ancien président? Vous avez connaissance de ça ou bien... Mais s'il y a un pacte, ceux qui le disent, ils n'ont qu'à nous donner le contenu de ce pacte. Macky Sall, s'il y a un pacte, il n'a qu'à le livrer aux Sénégalais. Ceux qui disent qu'il y a ce pacte-là de Cap Manuel, ils n'ont qu'à le mettre à la disposition du Sénégal. En tout cas, Ousmane Sonko nous a dit très clairement. Il ne vous a pas aidé? Non, il nous a aidés dans la négative. C'est-à-dire, il nous a montré ce qu'il ne faut pas faire pour faire avancer ce pays. Ce qu'il ne faut pas faire pour avoir effectivement la confiance des Sénégalais. Ça, il nous l'a montré. Et nous sommes fondés sur cette expérience négative pour proposer aux Sénégalais justement un projet de rupture. Maintenant, quand les gens essayent de semer le trouble en parlant de pacte ou de je ne sais pas quoi, mais encore une fois, ce que Ousmane Sonko a dit très clairement, le jour même ou le lendemain de leur libération de prison, il y a eu des discussions, ça ne peut ne pas manquer. Sur quoi? Sur un report, demander un report des élections. Nous avons dit non, pas de report aux élections. Sur un dialogue, nous avons dit non à un dialogue où on met un pistolet sur la table. Il a dit aussi, il a proposé une amnistie. Nous avons dit non à une amnistie si ça doit couvrir les crimes de sang. C'est clair. Maintenant, s'il y a autre chose, ils n'ont qu'à nous le dire. En tout cas, Ousmane Sonko nous a dit, lui, en pleine réunion, qu'il est en train de rédiger ses mémoires sur cette question et que le jour où ce document sera porté à la connaissance du public, peut-être qu'on verra exactement qu'est-ce qui a été fait par nous, qu'est-ce qui a été fait par nos responsables en direction de ce qui était là, qui gérait le pays, pour que le Sénégal non seulement continue de pouvoir marcher sur une trajectoire démocratique, sur une trajectoire d'élection, sur la base, en tout cas, du principe que c'est ce peuple qui choisit. On ne lui impose pas un candidat, ce que voulait faire Macky Sall. Le peuple sénégalais s'est exprimé et a pu largement donner la victoire au premier tour à Bassirou Diomaye Faye. Ce qui est inédit. Donc je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est que nous avons travaillé à mériter la confiance du peuple. Et ça, c'est une constante depuis le début. Je vous ai dit, c'est depuis au moins qu'il a été radié, qu'il a subi des injustices, qu'il a été député, qu'Ousmane Sonko est en train de plus ou moins structurer le débat politique au Sénégal. C'est lui qui structure le débat. Ça, c'est, en Wolof, on dirait mayo yalla, ou bien c'est la main de Dieu. Je ne sais pas. Maintenant, en tout cas, c'est sûr que ce qu'il fait ou ce qu'il dit
C'est autour de ça que les gens discutent ou se disputent ou lancent des, je ne sais pas, des colibés ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est que c'est autour d'un projet qu'ils partagent avec des compagnons, avec des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, des femmes. On a vu dans cette expérience-là des choses inédites. Comme je dis, en parlant d'une expérience de parti politique très ancien, c'est avec PASTEF qu'on a vu se mobiliser un mouvement national des handicapés patriotes. C'est inédit, ça. Et qu'on reconnaisse le rôle que cette couche-là a joué dans ce pays. Un mouvement national des Domo Dara, qu'on ne restreigne pas la culture ou l'éducation au seul modèle français. Et ses camarades aussi, ils ont joué un rôle important dans le parti. Les personnes âgées, les aînés, on a vu le mouvement national des Magui Pastef. Ça, ce sont des innovations de taille qui ont permis à ce parti de non seulement de s'implanter dans les différentes couches populaires, de jouer son rôle d'encadrement, d'éveil des consciences et de direction politique qui permet d'atteindre un objectif, l'objectif étant de se débarrasser, en tout cas, d'un pouvoir qui était là, qui freine le pays dans son aspiration à la liberté et au développement. D'accord, très bien. Je rappelle qu'à ce stade, nous recevons M. Madiaye Mbodj, qui est vice-président de PASTEF les Patriotes, chargé de la vie politique nationale. Vous avez parlé tout à l'heure de structuration du débat par M. le Premier ministre, mais structuré parce que, en fait, on parle souvent de lui parce qu'il ne cesse de commettre également des bévues à l'occasion de ses sorties. Ouais. Est-ce que c'est un début d'arrogance? Est-ce que c'est un manque de conseils de Mozart de la communication qui devrait l'entourer pour que à chaque fois qu'on ne revienne pas négativement sur ses propos? Mais ça dépend aussi de qui parle de bévue. Qui parle de bévue d'Ousmane Sonko? Parce que l'interlocuteur d'Ousmane Sonko, c'est le peuple sénégalais. C'est lui qui le juge, c'est lui qui l'apprécie et c'est lui qui a fait en sorte que justement le candidat proposé par Ousmane Sonko a été adoubé par l'écrasante majorité du peuple sénégalais. Donc où est l'arrogance? Maintenant, il ne faut pas confondre le style, parce que chacun a son style de parole. Ousmane Sonko peut avoir un style ferme, parfois dur, hein, contrairement peut-être à un Diomaye qui a un style calme, etc. Ça, c'est des styles différents. Ça tient de la nature de chaque personne. Mais vouloir pousser jusqu'à la caricature pour nous présenter Ousmane Sonko, je ne sais pas, arrogant, ça n'existe pas. En tout cas, nous fréquentons Ousmane Sonko, moi personnellement, au moins depuis 7 ans. Ousmane Sonko n'a jamais fait preuve d'arrogance dans les rangs du parti ou dans ses relations avec le peuple sénégalais. Maintenant, qu'il puisse interpeller fermement les adversaires politiques qui étaient là, qu'il puisse interpeller fermement ceux qui avaient la charge de gérer ce pays pour le compte des Sénégalais et qui l'ont fait pour leur propre compte ou le compte de leurs amis ou de leurs maîtres en Europe ou en Occident en général, ça c'est une autre chose. Et je pense que c'est parce que le peuple sénégalais a apprécié sa façon de faire et de dire qu'il a voté pour lui. Donc pour moi, encore une fois, ça c'est de la caricature facile. Ousmane Sonko n'a jamais injurié qui que ce soit. Qui que ce soit. Vous avez toutes les possibilités de VAR que vous voulez. Sortez-nous un seul VAR où on voit Ousmane Sonko en train d'insulter qui que ce soit. D'accord? Donc, le fait que justement, maintenant, aujourd'hui, on veuille nous faire des reproches qui ne sont pas fondés pour moi, c'est une façon de vouloir se dédouaner simplement par rapport à un résultat qui est là et qui est acquis sur la base de la confiance, pas d'autre chose. Donc, il est infaillible. Ah non, il le serait. Non, j'ai jamais dit cela. Personne n'est infaillible. Il n'y a que Dieu qui est infaillible. Ousmane Sonko ne se prétend pas être un Dieu. Hein, il a dit que nous n'avons besoin ni de héros, ni de messie. Nous avons juste besoin d'une masse critique de citoyens, conscients des enjeux et qui acceptent de se battre. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ça que nous avons fait, c'est cela que nous avons mis en œuvre, et c'est cette résistance populaire qui a permis
d'avancer et de gagner. D'accord, très bien. Il y a eu quelques actualités également, la baisse des denrées alimentaires, il y a également un peu la taxe sur le ciment. Bon, c'est bien. En fait, les pas là, il faut pas les minimiser que les gouvernants font. Mais ce qu'on constate également, c'est que nos gouvernants manquent d'originalité. Souvent, ce sont les visages qui changent, mais les méthodes demeurent les mêmes. Subvention, c'est un peu de l'argent qu'on jette par la fenêtre, etc. Est-ce que vous pensez que d'abord, ce qui a été fait est intéressant ou il y aurait mieux à faire en termes pour alléger la souffrance ou le fardeau des Sénégalais? Je ne vous décevrai pas, je vous dirai effectivement, il y a mieux à faire. Mais le mieux, il va venir. Ce n'est pas maintenant qu'on va faire le mieux. On n'a même pas fait 3 ans dans l'exercice, 3 mois dans l'exercice du pouvoir. Même pas 3 mois. Or, quand on veut transformer les choses, j'ai l'habitude de dire qu'il y a au moins 3 moments qu'il faut respecter. Il y a un moment de l'état des lieux. Il faut faire un état des lieux pour savoir d'où on part réellement. Qu'est-ce qu'on a trouvé ici comme retard? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme dégâts profonds? On ne mesure pas l'ampleur de ces dégâts-là tant qu'on n'a pas fouillé dans les tiroirs les plus profonds des secrets d'État. Deuxièmement, il y a un temps pour la transition. On a un projet, on a des ambitions, mais on ne peut pas tout de suite les mettre en place telles qu'on veut, parce que tout dépend de ce qu'on a trouvé sur place. Troisièmement, maintenant, une fois que cela est fait, qu'on maîtrise l'état des lieux et qu'on avance dans la transition pour commencer à mettre en œuvre son propre projet, effectivement, on arrive à créer le temps de la transformation qualitative, ce que nous appelons ici une transformation systémique. C'est d'autant plus important que nous voulons changer un système. Tant qu'il s'agissait d'un passage entre Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est le même système qui est là depuis 1962. Mais je vous coupe pas. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut un changement systémique. Nous voulons faire un autre système. Donc ça va être plus difficile encore pour nous de réaliser le changement dans des conditions très rapides. Je ne vous coupe pas. Comment est-ce que des gens qui étaient dans le système peuvent changer le système? Mais parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le système. Mais ça se passe toujours comme ça dans tous les pays du monde. Vous êtes dans le système, mais vous n'êtes pas d'accord avec le système. Moi, j'ai évolué dans ce système-là. Je l'ai combattu tant que je pouvais. Parce que je n'étais pas d'accord. Du temps de Senghor, du temps de Diouf, du temps de Wade, du temps de Macky Sall, je n'étais pas d'accord avec le système, je l'ai combattu. Mais je ne peux pas être un extraterrestre. Je suis dans ce système, je le vis. J'en porte même parfois les travers. Parce qu'on ne flotte pas entre le ciel et la terre. On est un être englué dans une réalité sociale dont on porte les stigmates et tout ce qu'on veut. On ne peut pas être indemne de tout ça. Mais la vision, c'est quoi? C'est on a une vision de changement de ce système. Et ceux qui sont dans le système, qui le vivent, qui en connaissent les tenants et aboutissants, sont parfois d'ailleurs les mieux placés pour le transformer. C'est pourquoi on a toujours besoin de gens qui connaissent le système de l'intérieur pour le changer. Mais plus maintenant, ceux qui ont pensé à une alternative. Là, pour ne pas être prisonnier du système, il faut qu'on ait un projet alternatif. On va faire autrement, on va faire autre chose. Et c'est de ça que PASTEF est porteur. Maintenant, ça ne va pas tomber du ciel. Hein, on a parlé des denrées. Mais les denrées, c'est un problème qui est là depuis très longtemps. On ne peut pas le changer d'un tour de main. Ousmane Sonko lui-même en est conscient, Bédiamoye en est conscient. On a parlé de souveraineté alimentaire. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de souveraineté alimentaire, de notre mode de vie, notre façon de manger et tout ça, mais nous n'en sortirons pas. Le Sénégal vit au-dessus de ses moyens. Il faut aussi en finir avec ça. Il faut réduire le train de vie de l'État pour pouvoir faire des économies qui permettent d'investir dans le social, d'investir dans le panier de la ménagère, qui permettent de réduire les inégalités sociales. Parce que quand on parle, effectivement, on voit bien dans ce pays les énormes inégalités sociales qu'il y a. Des gens qui roulent avec des voitures qu'ils payent à 80 millions, 100 millions, etc. Des gens qui ne peuvent même pas prendre une charrette. Hein? Des villas qui se construisent en un laps de temps inimaginable avec des dizaines d'étages. Alors que tu as à côté la misère la plus crasse. Ça, c'est ça qui est inacceptable. Et c'est ça que nous voulons corriger. Encore une fois, ça demande un changement de système.
et ça ne tombe pas du ciel. Il faut le faire patiemment, avec courage, avec lucidité, mais aussi avec ténacité, pour que, entre-temps, justement, les saboteurs et tous ceux qui sont contre, justement, le changement qui va dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt du peuple, qu'on ne leur donne pas l'occasion de nous empêcher de progresser. D'accord. Encore qu'il faut éviter de montrer du doigt toutes les réussites, parce que toutes les réussites ne sont pas... on ne peut pas indexer, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Sinon, ce serait de l'envie et de l'aigreur. Et ça, c'est pas bien. Et qui a fait ça? Bon, je ne sais pas. En tout cas, nous, on n'a jamais dit, on est les yeux là, béat, de béatement, tout ce qui est réussite dans le monde. Qu'est-ce qui est réussite d'ailleurs? Non, d'habitude, Tout dépend de ce qu'on appelle réussite. Vous êtes un homme de gauche. Oui, moi, ce que j'appelle réussite. D'habitude, les gens de gauche, et, en fait, ils disent qu'ils n'aiment pas l'argent. Mais sauf si ce n'est pas leur argent. Non, on n'aime pas l'argent issu de l'exploitation de l'homme par l'homme. On n'aime pas l'argent de l'injustice. On n'aime pas l'argent de la corruption. Cet argent-là, nous n'en voulons pas. Et nous travaillons à ce que ce soit cette même conception qui habite l'immense majorité du peuple sénégalais. À ce moment-là, quand il y aura de la création d'argent, de la création de richesse, ce sera une richesse partagée. Quand il y a des difficultés, un travail, des sacrifices à faire, ce sera des difficultés et des sacrifices à partager. C'est cela notre vision. D'accord. Très bien. Si la réduction des prix là n'a pas donné totalement satisfaction, c'est parce que aussi, quand vous étiez en campagne, vous avez fait preuve de beaucoup trop de démagogie, en disant qu'une fois venu, tout le monde va raser gratis, ce qui ne se fait pas. Ça, non seulement nous ne l'avons jamais dit, et nous ne l'avons écrit nulle part. Je ne sais pas où est-ce que vous fondez pour dire ça. Nous n'avons jamais écrit, nous n'avons jamais dit que dès qu'on est au pouvoir, vraiment tout le monde va être content, tout sera beau, tout le monde sera gentil, on va boire, manger, s'habiller, se loger. Non, ce n'est pas possible. Ça, il faut être un peu intelligent pour ne pas quand même croire à de tels schémas. Parce que nous parlons à des gens qui sont quand même intelligents. Les Sénégalais sont intelligents. Souvent, d'ailleurs, ce qu'on appelle les politiciens, là, ils sous-estiment l'intelligence des Sénégalais. Ils pensent qu'ils peuvent leur raconter des bavards tout le temps et s'en sortir. Non, aujourd'hui, le peuple a beaucoup mûri. Et c'est aussi un des apports de l'expérience de PASTEF. Comment, rapidement, la conscience populaire a pu faire des bonds en avant en termes de prise de conscience de sa propre force, en prise de conscience il faut avoir foi en soi-même. Hein? Il faut aussi se dévouer au peuple, ce qu'on appelle le don de soi pour la patrie. Ça, c'est des valeurs que nous avons pu vraiment cultiver au sein du peuple, de la jeunesse en particulier. Et ces valeurs-là sont importantes. C'est la base, ce socle de valeurs qui permet d'asseoir aussi une transformation. Malheureusement, comme j'ai l'habitude de dire, le plus compliqué à changer, c'est les mentalités et les comportements. C'est sûr qu'aujourd'hui, mais il y a énormément de travail à faire sur ce plan-là. On parle des accidents, de la circulation qui n'en finissent pas. Souvent, c'est quoi? C'est justement de mauvaises habitudes qui ont été prises, contre lesquelles l'État n'a jamais accepté, nous n'a jamais osé sévir. On fait de la surcharge. Hein? De passagers. On roule sans frein, etc. On roule sans feu. Et on pense qu'avec ça, on peut éviter les accidents. Ce n'est pas possible. Donc, il faut nécessairement, si on veut asseoir, comme on dit aujourd'hui, il y a quand même une campagne pour une citoyenneté active et responsable. La dernière illustration qui a été prise en charge ces semaines dernières, c'est justement la campagne pour le Setal Sunu Réew. C'est une forme d'incitation à une culture d'une nouvelle citoyenneté, des citoyens qui se prennent en charge, qui ne s'attendent pas tout de l'État, qui se disent l'État a des responsabilités, il doit l'assumer, c'est son rôle. Mais nous, citoyens aussi, nous devons assumer notre part pour que ce pays-là change réellement. Ça aussi, Setal Sunu Réew, c'est bien, mais c'est un manque d'originalité. Depuis 1984,
les campagnes de cette Setal ont commencé non, au Sénégal. je peux remonter plus loin. Ouais. Bon, vous parlez de 84. Ouais. Moi, je dis, dans les années 70, moi, j'ai milité dans un mouvement culturel qui s'appelait Langue de Sénégal. Une des particularités de ce mouvement-là, c'était justement l'éveil des consciences dans les quartiers et dans les entreprises. Et nous avions développé le mouvement Sersetal. Il y a même un journaliste comme parmi vous là, qui a écrit un livre sur le Sersetal, expérience du Sersetal. Ça, c'est dans les années 70. Si aujourd'hui on reprend de bonnes initiatives, mais on applaudit. On ne vient pas pour dire que tout ce qu'on fait là, c'est nous qui l'avons inventé, ça sort de la tête de Jupiter. Non. Nous avons trouvé de bonnes expériences qui ont été mises en veilleuse quelque part. Nous allons les ressortir pour le bien du peuple sénégalais. Les mauvaises expériences, on va tout faire pour les enterrer, pour que les Sénégalais rompent avec ça définitivement. Donc je dis, l'expérience du Sersetal, même si c'est à une échelle encore, petite échelle si on peut dire, mais c'est juste un indicatif, un signal pour dire que nous devons, nous tous, à commencer par le président de la République lui-même, nous devons, nous tous, nous ceindre les reins pour assurer la propriété de ce pays, pour assurer des conditions de vie meilleures dans ce pays, pour lutter contre les inondations, contre en tout cas les détritus qui jonchent nos rues, etc., etc. Mais ça, c'est un travail de citoyen qui n'a pas besoin d'attendre que l'État vienne le faire à sa place. Donc c'est important, il ne faut pas le sous-estimer. Encore une fois, c'est un début, mais nous voulons aller évidemment beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est juste, encore une fois, un signal. Le manque d'originalité également s'est vu cette semaine, quand on a annoncé l'arrivée des premiers barils de pétrole. J'ai eu comme l'impression que le pouvoir l'a accueilli avec une mine d'enterrement. Il n'y a pas eu de récit, de mise en perspective, parce que c'est une grosse nouvelle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déjà fatigué par l'exercice du pouvoir, de sorte que... Nous n'avons même pas encore commencé pour qu'on soit fatigué. Non, ça, c'est pas acceptable. Nous n'avons même pas encore commencé à l'exercice du pouvoir. Comment la communication autour du pétrole... Non, là, mais vous n'avez pas entendu le discours de Diomaye sur ça, quand il a reçu le premier échantillon que lui a présenté le ministre de l'Industrie. Oui, j'ai entendu, mais pour moi, c'était le minimalisme absolu. Non, mais quel minimalisme? Non, mais maintenant, on ne va pas se faire les champions d'une euphorie qui n'a pas de raison d'être. Vous avez vu des expériences négatives sur la question du pétrole partout à travers le monde. Partout. Donc, Ousmane Sonko, tout comme Bassirou Diomaye Faye, ils ont raison d'appeler à ce qu'on soit vigilant par rapport à cette manne pétrolière. Vous voyez un géant au pied d'argile, comme à l'exemple du Nigeria. Ce qu'ils ont comme pétrole, est-ce que ça profite réellement au peuple nigérien? Ils ne sont même pas capables de transformer ce pétrole-là. Ils sont obligés de chercher à l'extérieur encore quelqu'un pour le transformer et le livrer. Donc nous devons dire, il faut qu'on soit là aussi vigilant. Nous avons déjà dit depuis longtemps que nous voulons renégocier les contrats. Chaque fois qu'un contrat sera jugé défavorable au pays et au peuple, nous allons le renégocier. Évidemment, il y a des règles, il y a des lois, il y a des dispositifs, il y a des conventions au plan international dont on ne peut pas faire fi. Mais nous avons le droit de renégocier tout contrat qui nous semble soit fait de façon irrégulière, soit fait à notre détriment, au détriment de notre peuple. Ça, c'est un engagement et nous allons créer les conditions pour le faire. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut gérer ce pétrole-là aussi pour en faire un outil de promotion de notre projet de transformation économique. C'est-à-dire notre modèle économique qui repose sur l'industrialisation. Comment faire en sorte que l'industrialisation puisse profiter de ces ressources énergétiques. Même si dans un pays comme le Sénégal, dans plusieurs pays d'Afrique, on a la possibilité de développer encore le mix énergétique, parce que nous avons énormément de soleil, énormément de possibilités en matière d'énergie hydroélectrique, énormément de possibilités en matière d'énergie éolienne. Donc nous devons développer effectivement le mix énergétique. Mais ça ne nous empêche pas, là, des ressources qui viennent d'être mises, à disposition du peuple, qu'on les gère, comme le dit la Constitution, de sorte à en faire effectivement la propriété du peuple,
que ça ne profite pas à quelques majors internationaux, que ça ne profite pas à quelques privilégiés ici au Sénégal, mais que ça puisse assurer le développement durable de notre pays sur tous les plans. C'est pourquoi on prévoit effectivement, vous dites que ce n'est pas être original, mais il ne s'agit pas d'être original pour être original. On prévoit aussi qu'il y ait effectivement des possibilités d'avoir des fonds pour les générations futures, qu'on puisse faire en sorte que ce pétrole soit géré de façon à profiter à des générations qui vont venir plus tard, qu'ils puissent trouver les moyens de leur éducation, de leur santé, de leur vivre ensemble, mais dans des conditions acceptables. D'accord, on est en bordure de fin, peut-être deux petites questions sur Israël. Vous demandez à l'État du Sénégal de rompre ses relations. Je ne sais pas sur quelle base vous êtes un peu excessif, parce que des relations entre États ne se rompent pas comme ça, même si vous considérez que cet État-là est en train de perpétrer une forme de génocide contre un autre peuple, quoi. Oui. Ouais. C'est ça la base. Vous avez fait une lettre. Nous avons adressé une lettre au président Diomaye Faye pour nous féliciter de sa position. Ce qui n'était pas le cas depuis 2016. Le Sénégal a cessé d'avoir une position claire sur la question du soutien à la Palestine depuis 2016. Depuis qu'il a fait voter par le Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution parrainée par le Sénégal, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et le Sénégal. Donc nous avons dit, cette résolution 2334, quand elle a été votée, qui dénonçait la colonisation d'apartheid et l'apartheid en Palestine, mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement d'Israël? Il a dit à son ambassadeur qui était ici à Dakar, il lui a ordonné de rentrer chez lui. Donc ça, c'est une preuve que cet État-là, quand même, il assume. Nous dénonçons le génocide. Tout être humain, je ne dis même pas un démocrate ou un progressiste, mais tout être humain digne de ce nom ne peut pas accepter qu'on brûle des bébés jusqu'à ce qu'ils soient calcinés, qu'on bombarde des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte, et j'en passe. Jusqu'à aujourd'hui, 40 000 morts, 80 000 blessés, etc. Et je ne peux pas citer toutes les ignominies là. Mais je dis simplement que nous avons raison de demander à notre président d'initier des actions qui vont peser dans le rapport de force. Parce qu'en 1973, entre 1973 et 1992, le Sénégal avait coupé ses relations diplomatiques avec Israël. Ce n'était pas une première. Hein? C'est ça. Ouais. Bon, de toute façon, le temps est épuisé. On va prendre d'autres espaces et d'autres plages pour faire un débat là-dessus spécial. Merci. On a aussi constaté que vous n'avez pas été encore nommé nulle part. Vous Moi, attendez un personnellement. poste. Oui. Rapidement, on va finir. Cela vous surprend? Cela vous surprend parce que vous considérez que moi, je suis vice-président de PASTEF, donc je dois être nommé. Non, ce n'est pas notre conception du pouvoir. Nous avons dit dès le départ, nous ne sommes pas là pour partager un gâteau. Nous ne sommes pas là pour faire du pacho. Nous continuons de dénoncer les pachos. Nous sommes constants sur cette question-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, le pouvoir apprécie à chaque moment qu'il doit être nommé à tel poste, conformément au projet que nous portons, pour pouvoir faire les résultats que nous voulons dans le sens de l'intérêt du peuple sénégalais. Et ça continue. C'est ça. On a légèrement débordé. Malheureusement, le temps file vite. On n'en a jamais assez. En tout cas, merci beaucoup, M. Mbodj. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, j'espère que vos éditeurs et vos téléspectateurs auront eu à apprécier le temps que nous avons passé ensemble et qu'ils en auront tiré un profit pour le bien de tous et de toutes. C'est ça notre objectif. Travailler, encore une fois, travailler et toujours travailler pour le bien des Sénégalais, pour le bonheur des Sénégalais et des Sénégalaises. D'accord, merci beaucoup. Merci également à la technique Sidi, Laï, Pape Doudou et tous les autres. Bonne fête à tous les frères musulmans pour la Tabaski. Merci. Et on espère pouvoir aussi rompre avec cette histoire de deux Tabaski au Sénégal. Tabaski dimanche, Tabaski lundi. Il faudra peut-être qu'on trouve le moyen de nous sortir de ce cycle-là. Ça, il faut Merci. le retour de l'autorité. Absolument. Tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'avant,
la Korité de Dakar à Zender, c'était un même jour. Merci et bon dimanche.